Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux de vous retrouver et j'espère que tout le monde se porte bien parce qu'il fait beau, il fait chaud, le temps se radoucit, on sent que l'été arrive à grands pas, ça fait très plaisir et on se retrouve pour une vidéo 100% économique, 100% comptable, 100% team EBITDA sur l'Olympique Lyonnais parce que oui, j'ai voulu vous faire une série de vidéos sur la chaîne qui doivent tout vous expliquer ou presque dans les grandes lignes l'essentiel de la situation économique, comptable et financière du groupe Eagle et de l'Olympique Lyonnais. Et il y a beaucoup à dire sur la question. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le grand plan de Textor pour sauver, pour désendetter Eagle et l'OL. Il y a maintenant 3 ou 4 jours qui a cartonné quasiment, je crois, 10 000 vues. C'est énorme et mille merci pour ça, les amis. J'ai prévu aujourd'hui une seconde vidéo sur l'état des comptes de l'Olympique Lyonnais, à savoir est-ce qu'il faut s'alarmer et est-ce qu'il y a des motifs d'espoir pour l'avenir. Et enfin, il y aura une troisième vidéo d'ici quelques jours, peut-être demain, après-demain, on verra bien si j'ai le temps de la faire en temps et en heure, sur un autre sujet qui sera en lien avec cette vidéo-là. Donc restez bien connectés, le contenu économique va être assez dense sur la chaîne d'ici les prochains jours. Les gones, avant de commencer, pensez au petit pouce qui fait extrêmement plaisir, pensez aussi à commenter, à me dire vos différents points de vue sur la question traitée en vidéo, pensez aussi à vous abonner et si vraiment vous aimez le contenu, pensez à activer la petite cloche qui vous rappelle quand tombent les vidéos sur la chaîne. On commence donc par, en gros, on va diviser en deux parties la vidéo. Une partie où on fait un petit bilan, un retour sur les comptes de résultats publiés le 27 mars par le groupe Eagle. Et en second temps, on fera une petite perspective, une projection vers l'avenir. Est-ce qu'il y a des solutions pour sauver le patient olympique lyonnais? Oui, il y en a heureusement, mais on verra qu'elles sont relativement hypothétiques. Alors, on commence par l'état des lieux sur les comptes de résultats de l'OL publiés il y a maintenant quelques jours sur le site du groupe Eagle Investissement. Alors, sans faire de liste à l'après-vert, c'est pas le but de la vidéo, loin de là, je n'aime pas la lecture brute des chiffres, ça n'a aucun intérêt, et en plus ça vous gonfle, je l'imagine, donc on va prendre le temps de bien rappeler quelles sont les différentes tendances, les grands chiffres, et voir l'essentiel, synthétiser le plus possible pour ne retenir que ce qu'il ne faut retenir. Parce que j'aurais pu faire une vidéo React sur ces comptes de résultats à leur sortie la semaine dernière, mais ce n'est pas trop mon truc. Je préfère me poser, prendre le temps, réfléchir, appeler des gens compétents sur différentes questions que je ne peux ne pas maîtriser. Parce que comme souvent je le dis, modestie et humilité, on ne maîtrise pas tout, on ne sait pas tout. Donc je prends mon temps et je vous livre en vidéo l'essentiel qu'il faut retenir. Le chiffre number one, c'est le chiffre qui a, je pense, interpellé tous ceux qui ont lu le compte de résultats, c'est le moins 117 millions d'euros. L'OL accuse 117 millions d'euros de déficit sur le premier semestre 2024-2025. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir? Sur 6 mois, entre juin 24 et décembre 24, l'OL a accusé un déficit de 117 millions d'euros. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, grosso modo, l'OL a dépensé 117 millions de plus que ce qu'il n'aurait dû, que ce qu'il n'aurait pu faire. Alors ce n'est pas un secret, ça fait des mois qu'on le sait, l'OL dépense trop, l'OL dépense plus que les ressources dont il dispose. Et ça, c'est un mal qui est récurrent depuis maintenant plusieurs saisons, on le sait, chaque année, l'OL accuse grosso modo des pertes structurelles entre 50 et 100 millions d'euros. Là, le constat, il est gravissime. En l'espace de 6 mois et pas 1 an, l'OL accuse 117 millions de pertes. Alors, il y a plusieurs explications à ça, quelques éléments qu'il faut évidemment mettre en évidence, parmi lesquels, number one, l'explosion de la masse salariale, puisque oui, elle a littéralement explosé sur 6 mois, passant de 84,5 millions d'euros l'an passé au même moment à 99 millions d'euros lors du premier semestre 24-25, entre juin et décembre. 99 millions d'euros. Et là, vous allez me dire, Mika, comment c'est possible? Comment c'est possible que l'OL puisse accuser une telle masse salariale en 6 mois de temps? Ça paraît carrément fou, d'autant plus que, je le rappelle, cette hausse de 17% de la masse salariale doit être contrebalancée, doit être nuancée par la vente des actifs dits, entre guillemets, non stratégiques. Je rappelle que l'OL et Textor a liquidé littéralement des actifs pour environ 260 millions d'euros de valeur d'actifs, tels que la LDLC Arena,
OL Reign ou encore OL féminin. Et ces actifs, quand tu vends la LDLC Arena, tu liquides aussi la masse salariale qui est associée. Tu fais partir des gens, des emplois qui étaient auparavant sous la houppe, sous la coupelle de l'ex-OL Group. Quand tu vends la LDLC Arena au groupe d'investissement Allnest, détenu par le président Olas et son fils Alexandre, tu transfères mécaniquement les 40 emplois qui auparavant dépendaient de OL Group. Tu ne payes donc plus les salaires associés à ces 40 emplois. Et pourtant, malgré cette baisse mécanique de la masse salariale, l'OL dépense plus en termes de salaire que l'an passé. Ça paraît totalement fou. J'y vois peut-être une ou deux explications. L'OL a embauché beaucoup de joueurs durant l'été, c'est vrai, et surtout des joueurs payés assez cher pour un rendement qui pose question. Mais quoi qu'il en soit, voir une telle explosion de la masse salariale alors que l'OL est sous la contrainte de la DNCG, moi ça me pose vraiment question, ça m'interpelle. Je me dis que des fois, on tend vraiment le bâton pour se faire battre. Le deuxième chiffre qui pose question, c'est l'explosion des dettes sur contrat joueur. On le sait, l'OL est un club qui est vraiment lourdement endetté, mais en plus, au cours du premier semestre 24-25, l'OL accuse une dette sur contrat joueur de 160 millions d'euros. J'ai revu les chiffres, je mettrai à l'écran un petit screen pour bien vous appuyer le propos. Entre juin et décembre 2024, l'OL accuse des dettes sur contrat joueur à plus 1 an et moins d'1 an pour un total de plus de 160 millions d'euros. C'est une explosion sans commune mesure. Et là encore, je m'interroge. Alors on peut évidemment y intégrer tous les transferts faits durant l'été 24, à savoir Veretout, à savoir Tessman, Mikotadze et d'autres que j'oublie comme Nakate, peu importe. Eux, on peut évidemment les mettre dans la balance et ils viennent alourdir les dettes de contrat joueurs de l'OL. Parce que concrètement, ça correspond à quoi? Ce sont les sommes d'argent que l'OL doit encore payer aux clubs qui ont vendu à l'OL des joueurs. Donc Nottingham Forest, ou encore l'OM, ou encore Metz. Voilà, tous ces clubs-là qui ont vendu à l'OL des joueurs, on doit de l'argent, et tout ça, ça a fait mécaniquement exploser la dette sur contrat joueur. Et là, il faut aussi rajouter un petit point qui, je pense, est important dans la compréhension de ce chiffre-là. On sait que l'OL, c'est Textor qui l'a dit, l'OL, et on en parlera un petit peu après en détail, mais l'OL a bénéficié du transfert des droits économiques sur 3 joueurs de Botafogo. Entre guillemets de Botafogo, on sait que c'est l'OL qui paye les gros joueurs qui vont profiter d'abord à Botafogo, et donc parmi lesquels les 3 joueurs, un certain Igor Jesus, Thiago Almada, et enfin le joueur de la Seleção, Luis Henrique. Le joueur numéro 1, Igor Jesus, il est encore à Botafogo, le numéro 2, il est chez nous, et le numéro 3, il est parti en D1 russe au Zénith Saint-Pétersbourg. J'imagine que les 3 valeurs viennent gonfler mécaniquement les dettes sur contrat joueur, donc afférent à l'Olympique Lyonnais. Voilà, ça c'est l'un des points d'explication sur ce chiffre qui, en tout point, a explosé et qui vient plomber littéralement, il n'y a pas d'autre mot, le compte de résultats de l'OL et qui vient aussi aggraver le déficit. D'ailleurs, quand je parle d'un certain Luis Henrique, là c'est le gros mystère du compte de résultats, il a littéralement disparu, plus rien. Il n'est même plus mentionné dans le communiqué financier du groupe Eagle Foot, je veux dire. Disparu. On sait que Textor avait dit que les fruits de sa vente, donc les 33 millions plus 2 de bonus, iraient dans les poches, en théorie, de l'Olympique Lyonnais, mais de ce que j'ai pu lire dans le compte de résultats, son nom a été switché, gommé, effacé, il n'apparaît plus. Donc qu'est-ce qu'il va advenir de cette somme-là? Est-ce que l'OL va oui ou non en profiter? Je ne sais pas, je n'en sais rien, je n'ai pas d'infos là-dessus, et comme je n'ai pas d'infos, ma foi, je vais rester le plus discret possible. Je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, s'il n'apparaît pas au semestre 1, est-ce qu'il va apparaître au semestre 2? Comptablement, on sait que à la colonne passive doit correspondre la colonne active, et que si l'OL assume une dette de contrat joueur liée à Henrique, on doit en retour percevoir les fruits de la vente. Ça paraît juste implacable comme logique. Donc à voir, est-ce qu'il apparaîtra oui ou non d'ici la fin de l'année sur le compte de résultats de l'OL? Je n'en sais rien, l'avenir là encore nous le dira. Mais quoi qu'il en soit, ce cas d'école qui est le cas Henrique, pour moi il pose question. On sait que c'est l'OL, j'invente rien les amis, hein, c'est Textor qui l'a dit lui-même, et aussi l'équipe via la plume de Hugo Guillemet l'a certifié. L'OL acquiert des joueurs pour le compte du groupe Eagle Foot, et ces joueurs passent par la case Botafogo, puis après ont 2 choix, soit ils quittent le groupe, et donc c'est une vente vers l'extérieur du groupe Eagle, donc hors OL, hors Palace et hors Molenbeek, et donc là ce sont des rentrées de cash
pour le groupe Eagle, option numéro 1, ou cas de figure numéro 2, le joueur passe par Botafogo, puis fait une escale à l'OL, et donc là, l'OL profite sportivement du joueur qu'il a acquis quelque temps auparavant. Et la question, c'est qu'en fait, quand l'OL achète les droits du joueur, quand le joueur vient dans le groupe Eagle et que l'OL débourse, ce qu'a dit Textor, ce que Textor l'a bien dit, il a dit que l'OL avait largement aidé, renfloué Botafogo. Donc quand l'OL achète Almada, quand l'OL achète Henrique, ces joueurs-là transitent dans le groupe Eagle. Donc l'OL, d'un point de vue financier, débourse de l'argent, décaisse de l'argent pour acquérir ces joueurs qui profitent d'abord à Botafogo. Mais quand ce joueur fait une escale par l'OL, comme le cas de Thiago Almada, l'OL doit comptablement, et pas financièrement, comptablement, faire une seconde opération. Donc en fait, mécaniquement, la stratégie Eagle, elle provoque à la chaîne, en boucle, de l'endettement pour l'OL. Ça, il faut le savoir, c'est un point qui est extrêmement important. Oui, d'un point de vue stratégique, le multiclubisme, ça peut créer de l'intérêt pour l'OL, par un jeu de passerelle, de clubs, de joueurs, pour dénicher les talents. Très bien, ça peut être vraiment intéressant. Mais, comme c'est l'OL qui finance en grande partie une grande partie des opérations internes au projet multiclub d'Eagle, eh bien l'OL creuse mécaniquement sa dette et les comptes de résultats sont mécaniquement dégradés, comme on le voit maintenant sur le document publié par le groupe Eagle Foot. Et enfin, il y a un dernier point dans ce compte de résultats qui m'a interpellé, et vous j'imagine aussi, c'est que l'OL est extrêmement dépendant du trading joueur. Plus que jamais, je dirais. On le voit bien, lors du semestre entre juin et décembre 2024, l'OL n'a fait que 34 millions de ventes de joueurs, contre 94 millions d'euros l'année d'avant. Rappelez-vous, c'était le mercato estival au cours duquel l'OL va partir Barcola et Loukeba. Donc à l'époque, on vend pour 94 millions d'euros contre seulement 34 millions entre juin et juillet-août 2024. Donc une chute, là encore colossale, de 60 millions d'euros. Ce qui fait que, quand on met tout bout à bout, masse salariale qui explose, dette sur contrat joueur, et enfin le trading joueur qui est en perdition, tout ça fait que l'OL accuse un déficit sévère, très rude, de 117 millions d'euros. Alors je vous passe tous les petits montants qui peuvent paraître à l'échelle du compte de résultats insignifiant. C'est le cas de la billetterie, de la rubrique Events, du merchandising, marketing, bref, toutes ces petites sommes qui, elles aussi, soit ont stagné, soit ont légèrement diminué. Bon, tout ça, mis bout à bout, fait que l'OL accuse un déficit sévère qui plombe le club littéralement. Alors pour autant, est-ce qu'il y a des mesures, une lueur d'espoir pour l'avenir pour l'OL? Oui, heureusement, sinon on serait là en train de se dire c'est fini, on arrête tout, on ferme la boutique et rendez-vous l'an prochain en Ligue 2, voire en N1 ou en N2 comme Bordeaux. Non, on n'est pas là, heureusement. Il y a quelques leviers d'action assez intéressants, parmi lesquels les plus connus maintenant, le numéro 1, c'est la vente de joueurs. On sait que dans le plan de sauvetage, entre guillemets, de l'OL auprès de la DNCG, Textor a promis des ventes de joueurs, des ventes d'actifs, à la fois côté Botafogo et par un jeu de vase communiquant ce que Botafogo vend vient dans le pot commun qui va alimenter en théorie l'Olympique lyonnais. Et il y a aussi les ventes d'actifs joueurs côté OL et a priori durant l'été 25 on devrait voir un mercato estival avant tout en termes de départ, de dégraissage qui va se poursuivre, logiquement. Donc ça, c'est le premier levier. Second levier, vous le connaissez bien maintenant, c'est le plan B que j'ai évoqué en vidéo la fois d'avant, c'est l'IPO. L'IPO, c'est l'introduction en bourse sur les marchés américains financiers, le New York Stock Exchange. L'IPO, c'est un petit peu le serpent de mer. Ça fait maintenant plus de 15 mois qu'on en parle, toujours pas d'avancée vraiment notable. Donc, est-ce que ça va se produire, oui ou non? Est-ce que l'IPO aura lieu, oui ou non? Je n'en sais rien. Je ne suis pas en interne. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'instant T, l'IPO, elle est plus que jamais hypothétique. Et sans mauvais jeu de mots, je dirais même presque hypothétique. Pourquoi hypothétique? Parce qu'en fait, si on fait un petit détour par le contexte de l'IPO. On sait que Textor veut impérativement attirer les investisseurs américains qui pourraient venir mettre leurs économies sur le projet Eagle en acquérant des titres Eagle. Bon, jusque-là, le plan peut s'entendre. Mais quand on est investisseur, est-ce que investir 10 euros, 1000 euros, 10 000 euros, même 1 euro symbolique sur Eagle, est-ce que c'est vraiment le plan le plus rentable? Est-ce que c'est vraiment l'idée du siècle? À ma connaissance, non. Pourquoi? Parce que dans le groupe Eagle, vous avez la tête de proue qui est en théorie l'OL, qui accuse chaque année entre 50 et 100 millions d'euros de déficit. Entre 50 et 100 millions
de déficit. L'OL n'est pas une machine à cash, l'OL est une machine à perte de cash. Ensuite, quid de Palace? Est-ce que Textor vendra ou non Crystal Palace? Lever des fonds sur une IPO auprès des Américains sans un club anglais, qui est le Graal pour tous les anglophones et américains aussi, ça paraît quand même assez compliqué. Donc je pense qu'il faut impérativement que Textor et Eagle détiennent un club anglais, c'est une condition rédhibitoire essentielle, mais il faut aussi et surtout que l'OL se porte bien. Et là, d'un point de vue économique, c'est pas le cas du tout. Déficit plombant, une dette assourdissante. Il y a quand même beaucoup de signaux rouges, des red flags, comme on dirait en économie, qui peuvent dissuader un potentiel investisseur de venir et mettre sur la table du pognon qui pourrait donc renflouer le projet Eagle. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'entends. Si demain Textor attire, comme il le prétend sur le communiqué financier d'Eagle, pour environ 150 millions d'euros de fonds, ma foi, je dirais bravo chef, mes respects sincères, mais à l'instant T, on est quand même loin de cette version-là. Parce que là encore, j'évoque les 150 millions que le communiqué mentionne liés à l'IPO, à la levée de fonds sur les marchés américains. 150 millions d'euros. Je rappelle qu'il y a maintenant quelques 2 ou 3 mois de ça, dans le communiqué précédent, le groupe Eagle communiquait sur non pas 150 millions, mais seulement 100 millions d'euros sur l'IPO. Qu'est-ce qui explique qu'on passe de 100 millions d'espoir de levée de fonds à 150 millions, une culbute d'environ 50 millions d'euros? Je m'interroge. Déjà qu'on n'est pas sur une IPO qui est assurée de se produire, on n'est pas non plus sur une IPO qui est assurée d'être une réussite, et on prétend pouvoir lever plus de fonds que ce qui était prévu initialement. Sauf qu'au même moment, qu'est-ce qu'on remarque dans le communiqué financier de l'OL? On remarque que la vente des titres de Crystal Palace, qui est l'un des quelques leviers d'espoir pour sauver l'OL, la vente des titres de Palace a elle aussi disparu. On ne la mentionne plus. Et je rappelle que dans les communiqués précédents, il était question de quelques 40 millions liés à la vente des titres de Palace qui auraient dû servir notamment à désendetter l'Olympique lyonnais. Si je me fie au document publié le 27 mars par le groupe Eagle Foot, on n'est plus sur cette même longueur d'onde. Là encore, à voir, c'est l'avenir qui le dira, oui ou non, mais ça confirme plus ou moins les quelques échos, même les bons échos que j'ai eus d'experts sur la question qui suivent attentivement le groupe Eagle et Textor, qui m'ont dit tout leur scepticisme sur un potentiel investisseur qui aurait pu être, selon certains Sportsbank, ce groupe un petit peu nébuleux dont on ne sait pas trop d'où il vient, leur scepticisme sur le réel intérêt de Sportsbank pour Eagle et pour Crystal Palace. En fait, il y a une forme de brouillard autour du dossier. Est-ce que oui ou non Sportsbank est un fonds d'investissement qui est fiable? Est-ce que oui ou non Sportsbank va venir et mettre sur la table quelques 200 ou 250 millions d'euros pour aider Eagle à prendre la majorité des parts dans Crystal Palace? De ce que j'ai pu comprendre, on est loin d'une telle version actuellement. Autre levier qui me paraît aussi très important, c'est la qualification en Ligue des Champions. Évidemment, comme je vous l'ai dit, une qualif en LDC, c'est un ticket d'entrée minimum déjà. Au point de départ, la seule qualif, c'est environ 20-25 millions d'euros. Il y a en plus la phase de mini-championnat qu'il faut disputer, les victoires, les primes de victoire. Tout ça au cumul fait que si l'OL participe à la prochaine édition de la Ligue des Champions, avec ce petit format championnat qu'on a découvert cette année en Coupe d'Europe, logiquement, l'OL pourrait espérer, en cas de qualif en LDC, environ, oui, au bas mot, 40, 45, 50 millions d'euros, à peu près, pour la seule phase de mini-championnat. Maintenant, si on va plus loin, 8e, quart, demi, il faudra ajouter quasiment à chaque tour entre 5 et 10 millions. Je rappelle que le vainqueur perçoit à peu près, dans mon souvenir, quasiment 100 millions d'euros, à peu de choses près. Donc voilà, c'est intéressant. Il faut y arriver, c'est le top 4 en Ligue 1 qui est l'objectif numéro 1 du club. On sait que c'est tendu, on est sur un fil en Ligue 1, on peut perdre, gagner, ce qui fait que des fois on y croit et d'autres fois on y croit un petit peu moins comme ce week-end. Bref, c'est comme ça, mais en tout cas c'est relativement précaire. Et je rappelle que ceux qui espèrent que la Ligue des Champions sera le sauveur de l'OL, ils se trompent. La LDC c'est bien, mais ce n'est pas le motif qui pourra sauver à lui seul l'OL, pas du tout. Et ceux qui me diraient aussi, Mika,
il y a la Coupe du Monde des clubs, Botafogo, machin, machin. Oui, c'est vrai, beau projet, la Coupe du Monde des clubs, 1 milliard d'euros mis sur la table par DAZN, qui sera le diffuseur numéro 1 de la compétition, durant l'été 25, très bien. Mais tous ceux qui pensaient que Botafogo aurait pu récupérer 50 millions sur le seul ticket d'entrée se trompent, puisque les participants sud-américains de la Coupe du Monde des clubs, dont Botafogo, percevront seulement 14 millions d'euros. On est loin des 50 millions annoncés, seulement 14 millions d'euros. Et aussi bien les primes Coupe du Monde des clubs que les primes Ligue des Champions, il faudra y retrancher environ 20, 25, 30% qui partiront directement en primes attribuées aux joueurs, qui sont les principaux artisans de la qualif et en Ligue des Champions et en Coupe du Monde des clubs. Donc vous voyez, au final, LDC, Coupe du Monde des clubs, c'est bien pour Eagle et pour l'OL, mais ce n'est pas suffisant. Et enfin, il y a une dernière piste que peu de monde explore et qui me paraît vraiment intéressante. On sait que l'OL a acheté très cher certains joueurs et que ces joueurs ont mécaniquement alourdi la dette contre un joueur et ont mécaniquement aussi alourdi l'amortissement que doit gérer chaque année l'Olympique Lyonnais. Alors l'amortissement, c'est quoi pour faire très simple? Ce sont les sommes que va approvisionner chaque année l'OL dans un petit pot, une cagnotte, pour anticiper la fin de contrat des joueurs, pour faire très très simple d'un point de vue comptable. Et là, ce profil de joueurs-là qu'on a acheté cher, qui alourdissent gravement la dette du contrat joueur et qui en plus alourdissent les amortissements, il n'y en a pas 10 000. Pour moi, les principaux candidats, c'est qui? C'est Niakhaté, Nuama. Si l'OL vendait cet été Niakhaté et Nuama, cela contribuerait mécaniquement à diminuer très fortement à la fois les dettes contre un joueur, mais également les amortissements. Et donc, par voie de conséquence, si les deux diminuent, le déficit devrait lui aussi diminuer. Donc au final, si je reprends tous les différents leviers d'action pour sauver le patient, le malade olympique lyonnais, tout d'abord, j'ai évoqué la vente d'actifs joueurs. C'est possible, je pense qu'on vivra un été, encore une fois, où il y aura, à mon avis, 2-3 grosses ventes, parmi lesquelles j'imagine Cherki, et peut-être quelqu'un comme Fofana ou Nuama. On verra bien, mais je vois vraiment 2 ou 3 grosses ventes pour combler les pertes. Ça me paraît largement envisageable. L'IPO, c'est très hypothétique. La vente de Crystal Palace, c'est extrêmement hypothétique. La qualification en Ligue des Champions, c'est très hypothétique. La Coupe du Monde des clubs l'est tout autant. Bref, il y a beaucoup de leviers d'action qui sont vraiment très hypothétiques. Le seul moyen pour moi pour sauver, en tout cas sur du court terme, le patient olympique lyonnais, ce serait que, mais là encore c'est extrêmement, c'est dur à prédire, ce serait que le groupe Eagle, les actionnaires, décident de mettre la main à la pâte, la main au pot, et de mettre sur la table du cash pour aider l'OL qui en a grand besoin. Le calcul, il est simple. Est-ce que les investisseurs ont intérêt à voir sombrer la machine olympique lyonnais? Non, évidemment que non. Là, ils auront un calcul rationnel à faire. Est-ce qu'on laisse faire? Est-ce qu'on laisse dériver le bateau en espérant le top 4 en Ligue 1? Peut-être. C'est possible, ou est-ce qu'on intervient et on met sur la table, quoi qu'il arrive, top 4 ou pas, de l'argent, via, j'imagine, encore une fois, comme il a été question courant décembre-janvier, un prêt d'actionnaire. Et je rappelle qu'un prêt d'actionnaire, comme son nom l'indique, c'est un prêt consenti par les actionnaires à l'Olympique lyonnais, et qui dit prêt d'actionnaire dit en retour remboursement du prêt d'actionnaire avec quelques petits intérêts. Il n'y a pas de cadeau en finance, malheureusement, et je ne crois pas que Eagle ait ce profil de fonds d'investissement philanthropique. Bien loin de là, malheureusement pour nous. On n'a pas affaire à McCourt, on a affaire à John Textor qui n'a pas les poches illimitées, donc il faut trouver des moyens d'agir. Le prêt d'actionnaire, c'est un des moyens pour justement permettre à l'OL de survivre sur du court moyen terme. Voilà en gros, les amis, ce que je voulais vous dire. J'espère que le contenu vous aura plu et qu'il vous aura montré qu'il y a quelques espoirs malgré le contexte franchement alarmant pour l'OL. On se dit rendez-vous d'ici, je pense, 1, 2 ou 3 jours, je verrai bien, pour le volet numéro 3 de la série de vidéos portant sur le sujet Olympique lyonnais, comptabilité, finance, économique, où va-t-on et avec quels moyens? Ciao ciao les amis, allez l'OL toujours en bonne forme sur le plan économique, je l'espère.